Monsieur le Président, cher ami Marc Albouy, Mesdames et Messieurs les académiciens et académiciennes, c'est un grand honneur pour moi de revenir à Toulouse, tout d'abord, à l'invitation de mon ami Albouy, et de revenir surtout dans ce cadre merveilleux qu'est le Muséum de Toulouse, pour vous parler d'une histoire malheureusement dramatique, mais en même temps pour vous parler de certaines propositions que l'UNESCO est en train de mettre en place et de montrer que, après cette vague de destruction que nous avons connue pendant des années et qui ne nous permettait pas de penser qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y aurait encore des guerres. Et on se rend compte que, malheureusement, jusqu'à cette année, l'année dernière, on est de nouveau face à une guerre. Les guerres, ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, et en particulier les juristes internationaux que l'UNESCO a réunis dès sa création en 1945, a permis de présenter la première convention internationale pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. C'était ce qu'on appelle la Convention de La Haye de 1954. Et cette convention, bien entendu, a été applaudie, de nombreux pays l'ont ratifiée, et l'on pensait, dans les années 60, 70, que les guerres c'était du passé et que le monde allait s'ouvrir vers un avenir meilleur. Il se trouve que malheureusement, l'histoire récente nous montre que la Convention de 1954 n'a même pas pu être mise en œuvre. Alors moi, je suis arrivé, après avoir été directeur du patrimoine culturel en Algérie, j'ai été appelé à l'UNESCO, et je suis arrivé en 1981, et déjà, on commençait à se plaindre du fait qu'on ne pouvait pas traiter d'un conflit interne au Liban, une guerre civile, pour laquelle la Convention n'avait pas de terme à traiter. La Convention avait été écrite, encore une fois, par des grands juristes qui ont pensé à des guerres entre nations, entre pays, et même entre nations et pays, il y a un droit de la guerre. Mais dans le Liban des années 80, cette guerre ne pouvait pas entrer dans les papiers de l'UNESCO. À qui allait-on s'adresser pour demander d'arrêter la guerre, d'arrêter de tuer, d'arrêter de brûler, d'arrêter de détruire? Ce n'est qu'en 92 que j'ai pu être envoyé à Beyrouth, où j'ai trouvé une situation catastrophique, notamment à proximité de l'ambassade de France, où se trouve le musée national, magnifique musée qui avait été construit dans un style égyptien, avec sa grande façade. J'ai trouvé un musée qui n'avait plus de portes, plus de fenêtres, quelques personnes qui étaient restées, et un véritable désastre à l'intérieur. Fort heureusement, l'ancien directeur des Antiquités et Musées du Liban, l'émir Maurice Chehab, que j'ai bien connu parce que lui fouillait à Tyr et moi je fouillais à Tipaza, et on a trouvé des liens entre les strates archéologiques que nous avons traitées, surtout à l'époque punique, et il m'avait fait visiter bien sûr le site de Tyr où il fouillait, et il m'avait fait visiter le musée déjà très longtemps avant la guerre, en me disant, vous savez, si jamais il y a un conflit, parce que nous sommes malheureusement ici au Moyen-Orient, nous sommes toujours dans une destinée incertaine, je vais faire murer les réserves. Et il a très bien fait, parce qu'il y a eu toutes sortes de vagues d'invasions militaires, syriennes, israéliennes, des milices. Ils ont volé, ils ont enlevé tous les petits objets. Il avait une idée géniale, il avait mis dans des caissons en béton le sarcophage d'Aïram, il avait muré l'accès aux réserves, et lorsqu'en 1992, après beaucoup de discussions, il y a eu ce qu'on appelle l'accord de Taïf, on a pu reprendre le musée, et le musée a été réouvert après 8 à 9 ans
de réparation. Et là, on s'est rendu compte que où sont passés les sarcophages phéniciens? Personne n'en avait plus entendu parler. Eh bien, il a fallu enlever le mur qu'on ne voyait pas, l'entrée aux réserves, qu'il avait fait ça de façon remarquable. On ne voyait pas l'entrée aux réserves, et en ouvrant le mur, on a tout découvert en très bon état, à part dans la partie inférieure des réserves, à cause du manque d'entretien, etc., l'eau de la nappe phréatique était remontée et beaucoup de petits objets, des lampes à huile, des verres, ont été endommagés. Mais la grande partie des fresques, des sarcophages a pu être... merci. La plus grande partie du patrimoine du musée de Beyrouth a pu être préservée. Et aujourd'hui, je suis allé au Liban il y a quelques mois maintenant, après de nouveau un bombardement, une explosion dans le port de Beyrouth qui a affecté des maisons, qui a tué beaucoup de monde, beaucoup de blessés. Le musée a été touché aussi par cette vague, le souffle de cette explosion qui est allée quand même sur presque 3 kilomètres où se trouve le musée. De nouveau, nous avons travaillé pour la restauration des objets et le musée vient d'être officiellement réouvert la semaine dernière. On s'est trouvé de nouveau devant une autre situation de crise où, là aussi, la Convention ne pouvait pas être appliquée. En 1991, on apprend qu'il y avait un conflit interne en Yougoslavie et que la ville de Dubrovnik, décembre 1991, a été bombardée. Par qui? Par l'armée serbe, mais dans un pays qui était la Yougoslavie. Donc nous ne pouvions pas nous parler à quel pays pour dire pourquoi vous avez attaqué la ville de Dubrovnik, qui n'est pas une ville militaire, il n'y a pas de garnison, et ce qui a été détruit à Dubrovnik, ce sont les monastères, les maisons, la Via Recta. Et là aussi, à l'époque, c'est M. Federico Mayor qui était notre directeur général, il m'a demandé d'aller tout de suite et de voir que peut-on faire. Et parmi les actions qu'on a menées, surtout pour les communautés religieuses de Dubrovnik, qui n'avaient plus de toit, les toitures ont été effondrées, on a trouvé une entreprise de la région de Toulouse qui a fabriqué des tuiles à peu près similaires à celles qui existaient à Dubrovnik. C'était la première action avec un petit budget de 200 000 $ que l'UNESCO a mené. Et ensuite, on s'est dit, bon, c'est la première fois, j'ai reçu beaucoup de journalistes, donc notamment du Figaro, du Monde, à l'UNESCO, qui m'ont dit, mais vous ne pouviez rien faire. Mais j'ai dit, c'est une guerre qui a éclaté. Nous sommes à Paris et nous ne pouvons pas nous déplacer pour voir qu'est-ce qui peut se faire. On m'a fait cette remarque, je vous le rappellerai dans quelques minutes, à plusieurs reprises. On ne peut pas être sur place, on ne fait que constater. On a une convention, mais on ne peut pas l'appliquer. Et puis, quelques mois après, donc ça c'était décembre 1991, février 1992, une délégation croate vient me voir en me disant « Notre ville de Vukovar a été occupée par les Serbes et le musée de Vukovar a été vidé. » Alors là, il fallait se déplacer de nouveau, mais avec l'appui de l'armée serbe, parce qu'il fallait bien que quelqu'un me protège pour entrer à l'intérieur d'une ville où l'on entendait encore le bruit des bombardements dans les alentours. Et je suis allé voir le musée dévasté, la collection Bauer dévastée, et ensuite j'ai été reçu par le prêtre orthodoxe qui m'a dit « Regardez, nous avons fêté la Noël sous la neige. » C'est une catastrophe. Je lui ai posé la question, mais que s'est-il passé pour l'Église catholique? Ah, je ne sais pas. Je dis, vous savez, dans mon rapport, je dois dire très exactement que s'est-il passé, aussi bien de votre côté, chez vous, chez les orthodoxes, que chez les catholiques. Je suis allé voir l'Église catholique, c'était la même chose. Elle avait été dévastée. De là, je suis allé à Belgrade pour demander au musée de Belgrade de protéger les objets. Les objets avaient été transférés du musée de Vukovar vers le musée de Belgrade. Et là, j'ai
utilisé la deuxième convention de l'UNESCO, qu'on appelle la convention de 1970, concernant la protection des biens mobiliers, des objets, et la lutte contre le transfert illicite des œuvres d'art. Eh bien, je dois dire, ça a marché. Quelques années plus tard, quand le conflit s'est atténué, que les Croates ont pu récupérer leur ville, la ville de Vukovar, les objets ont été restitués au musée de Vukovar. Pendant mon séjour à Belgrade, j'ai rencontré la ministre de la Culture serbe, qui m'a dit, vous savez, nous sommes très inquiets parce que je crois que le conflit va continuer. Mais maintenant, il va avoir lieu dans un pays où, normalement, on allait passer nos vacances, la Bosnie-Herzégovine. Et c'était vrai. 1993, j'étais dans mon bureau et on m'appelle, on me dit, voilà, le pont de Mostar a été détruit. Et la ville de Sarajevo est encerclée. Et là aussi, on a fait appel à l'ONU et aux forces armées onusiennes. Donc je suis allé à Sarajevo avec l'armée française, le contingent français de l'ONU. Je suis allé à Mostar avec le contingent espagnol. Et là aussi, le désastre. Bien sûr, beaucoup de gens nous disent, mais vous occupez que des pierres, que des monuments. Le rôle de l'UNESCO, c'est de travailler sur le patrimoine, de travailler sur les questions d'éducation. Nous avons d'autres agences des Nations Unies, que sont l'UNICEF, le WHO, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a d'autres organisations qui doivent s'occuper. Bien sûr, nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas formés pour les questions qui touchent, hélas, majoritairement à la population. Mais nous ne sommes pas aveugles. Nous savons bien qu'il y a malheureusement des morts, des blessés, des disparus pendant ces conflits. La Bosnie a été le deuxième exemple où nous n'avons pas pu mettre en œuvre la Convention de 1954. Alors là, nous avons fait appel à un juriste anglais, professeur à l'UCL Londres, Patrick Boylan, et on lui a dit, écoutez, faites une évaluation de la Convention et dites-nous comment on peut mettre cette Convention qui, en quelque sorte, est en train de dormir dans les tiroirs. Il a préparé un document qui nous a permis de préparer un protocole additionnel, parce qu'on ne peut pas changer une convention. On a préparé un protocole additionnel à la Convention de 1954, qu'on appelle le protocole de La Haye de 1999, qui nous a un peu plus ouvert la possibilité de travailler dans les situations de crise qui n'étaient pas des situations entre pays. Mais la Bosnie-Herzégovine n'était pas la fin de ce que nous avions constaté. De l'autre côté, donc en Asie, dans une région qui intéresse particulièrement l'Académie, au Cambodge se développait aussi un conflit. Le Vietnam était en conflit. Et là aussi, l'UNESCO alors est intervenue. Nous avons demandé aux Américains de faire attention. Il y a des sites patrimoniaux au Vietnam. Malheureusement, ils ont bombardé le site de My Son, le petit village de Hoi An, que j'ai vu plus tard, après la guerre. Et ensuite, le Cambodge, ça a été une de nos grandes préoccupations en 1992, quand il y a eu les accords de Paris. Et là, ce n'était plus simplement la Convention, c'était vraiment la communauté internationale qui s'est intéressée au Cambodge. Je racontais tout à l'heure à mon collègue M. Colvin que ce sont deux pays qui se sont mobilisés. En 1992, le site d'Angkor a été classé sur la liste du patrimoine mondial. En 1993, à Tokyo, les Japonais ont initié la création du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site d'Angkor. Ce comité, un peu comme votre académie, Monsieur le Président, continue d'exister, continue de travailler, et nous allons fêter cette année, d'abord le 16 juin, nous allons être reçus par le roi Norodom Sihamoni, et ensuite, Madame Azoulay organise à Paris, le 15 novembre, une journée avec les représentants français et les représentants japonais et tous les pays qui ont contribué à la sauvegarde d'Angkor, parce que, contrairement aux autres comités qui sont présidés
par le ministre ou le représentant officiel du pays, le comité pour la sauvegarde d'Angkor est coprésidé par la France et le Japon depuis 30 ans. Donc voilà, en introduction de mon sujet, ce que je voulais vous dire, c'est nous avons à la fois des situations dramatiques et nous savons qu'il y a une volonté de la part de ceux qui se sont lancés dans ces guerres internes de s'attaquer non seulement à la population, mais de s'attaquer aussi au patrimoine. J'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Patrimoine mutilé », parce que j'ai considéré que les patrimoines, c'est un peu comme nous. Quand c'est ce que je vais vous montrer, quand on découpe les têtes des monuments à Hatra en Irak, lorsqu'on met une bombe et on fait exploser le temple de Bel à Palmyre, lorsqu'on brûle les souks d'Alep, bien c'est du patrimoine, mais c'est du patrimoine mutilé. Voilà un petit peu en introduction ce que je voulais vous dire, pour dire que c'est la renaissance de Mossoul ou comment faire revivre l'esprit de Mossoul. Il s'agit d'une initiative de Madame Azoulay qu'elle a lancée il y a 2 ans. Alors, il faut appuyer. Ah, ça marche. Oui, très bien. Oui. Parfait. Alors, ici, il s'agit d'une initiative de Madame Azoulay qu'elle a lancée il y a 2 ans. Et je voudrais, bien sûr, je pensais que ça ne marchait pas, donc j'ai oublié de vous montrer cette première diapositive où je suis vraiment honoré et très, très, très heureux de l'invitation qui m'a été faite et de dire combien je suis content de vous dire comment, dans ce pays du Moyen-Orient, on est en train de travailler pour faire revivre l'esprit de Mossoul. Alors ça, c'est une photo qui a été faite par un de mes amis, un jeune architecte brillant, M. Gulben, nous en avons parlé tout à l'heure tous les deux, c'est Yves Hubelmann. Il est allé à Mossoul immédiatement après la fin du régime de Daesh. Alors Daesh, c'est une organisation terroriste qui s'est installée à Mossoul en 2014 et qui n'a pu être évacuée et chassée de Mossoul qu'en 2017. Et dès 2018, nous avons envoyé ce jeune architecte Yves Hubelmann qui a mis au point, avec une start-up qui s'appelle Iconem, il a mis au point avec des drones un système de balayage 3D des monuments de Mossoul. Alors, la ville de Mossoul. En arabe, on dit Mausil. En kurde, Musil. C'est la seconde ville d'Irak par son importance, chef-lieu de la province de Ninive, en Haute-Mésopotamie, dans le nord du pays. Donc elle est, ce que vous voyez ici sur la diapositive, alors je crois qu'il y a un pointeur, il y a le fleuve, le Tigre, qui passe à travers la ville. Ça, ce côté-là, c'est la ville ancienne. J'ai d'autres photos, mais c'est la première. Ce côté-là, c'est la ville ancienne. De l'autre côté, c'est la ville plus moderne, qui a été moins touchée que la ville ancienne, parce que les terroristes de Daesh étaient plus à l'abri dans les petites rues et dans les maisons très très serrées les unes contre les autres que dans les rues avec grandes avenues et bâtiments modernes. Cette ville est, pour ce qui est de son histoire récente, donc, elle a été prise par l'organisation État islamique ou Daesh à l'été 2014. Celui qui s'est proclamé calife à l'époque, c'est Abou Bakr el-Baghdadi, et il en a fait sa capitale jusqu'à la reprise par les forces armées irakiennes, avec l'appui des Américains en 2017, après des combats et des bombardements qui l'ont partiellement détruite. Toute la vieille ville où se trouvait le patrimoine culturel a été totalement détruite. Mossoul se trouve sur les rives du Tigre. Il y a 5 ponts qui permettaient avant la guerre de franchir le fleuve. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2, et alors ils sont tout le temps encombrés. Elle se situe à 350 km au nord de Bagdad, à une centaine de kilomètres des frontières syriennes et turques. La partie de la ville est parcourue par une petite rivière qui s'appelle le Kosr, qui se jette dans le Tigre au niveau du premier pont, qu'on appelle le pont de fer. Ce nom arabe de Mossoul lui a été attribué
par les Arabes lorsqu'ils ont conquis la région au 7e siècle, et elle fait référence à un ancien pont de bateau qui traversait le Tigre, puisqu'en arabe, le verbe wasala, Mansoul, c'est le nom, signifie relier. Auparavant, la ville se nommait Ninawa, ou Ninoua, Ninive, selon les formes akkadiennes ou assyriennes que l'on a retrouvées dans les tablettes cunéiformes et dont l'étymologie est encore obscure. Le nom de Ninive est également mentionné à 34 reprises dans la Bible. On appelait aussi cette ville du nom de Rabian, qui veut dire littéralement la mer des 2 printemps, parce qu'elle bénéficie en automne d'une 2e saison printanière. De Mossoul dérive le nom de mousseline, désignant d'abord une étoffe fine et transparente originaire de cette ville, terme qui, par analogie, passa en cuisine pour qualifier une préparation légère à la base de laquelle est ajoutée de la crème fouettée. C'est dû citer donc à l'histoire biblique, où on parle du prophète Jonas. Le temple de Jonas, bien sûr, a été explosé. Il n'en reste plus rien, sauf les fondations. Capitale de l'Empire assyrien, Ninive est située dans les quartiers de la ville est, dans la rive est du Tigre, et elle a eu son âge d'or, comme vous le savez, durant le 8e et le 7e siècle avant l'ère chrétienne. L'héritage archéologique de la ville témoigne de la vitalité de la culture assyrienne, dont la grande bibliothèque d'Assurbanipal en a été une illustration. Ninive est ensuite tombée dans les mains des Chaldéens en l'an 611 avant Jésus-Christ, marquant la fin de l'Empire assyrien. Ensuite, les invasions, avec d'abord les Perses achéménides de Cyrus le Grand en 539, d'Alexandre le Grand en 331, tout cela c'est avant l'ère chrétienne, puis les Parthes, les Romains et enfin les Perses sassanides qui ont été évoqués par notre président tout à l'heure. À la veille de la conquête musulmane, Ninive devient une importante métropole régionale, peuplée essentiellement de chrétiens d'obédience nestorienne. Elle abrite beaucoup de tombes de plusieurs évangélisateurs. Aujourd'hui, le nom de Ninive est donné à la fois au site archéologique de la ville et à la province qui s'étend autour de la vaste plaine aux alentours de Mossoul. Prise en 641 par les Arabes, l'antique cité de Ninive est peu à peu délaissée au profit de Mossoul, établie de l'autre côté du Tigre, ici. Donc voilà la carte de l'Irak, et voilà où se trouve Mossoul, ici. Alors pour nous, au début des missions qu'on a commencé à effectuer pour commencer à voir d'abord l'état de la ville, puis ensuite négocier le déminage, parce que très souvent on oublie que quand ces troupes s'en vont, un peu ce qu'on entend aujourd'hui pour l'Ukraine, quand il y a des évacuations, derrière il y a malheureusement les mines. Donc on a passé une année à neubander l'aide de l'armée irakienne pour déminer la ville. Donc on ne dormait pas à Mossoul, mais plutôt à Erbil, qui est à peu près à 80 km de Mossoul. Elle est dans la partie qu'on appelle le Kurdistan irakien, et c'est la seule ville qui est restée à peu près intacte pendant tous ces conflits. Je suis allé en Irak en 2003 après l'occupation par les Américains de la ville de Bagdad. Là aussi, le désastre du musée d'Irak. Vous avez entendu parler des 15 000 objets qui ont été volés entre le 8 et le 9 mars 2003. Le 8 et le 9 avril, 2003. Et moi, je me suis déplacé avec le directeur du British Museum, le directeur du Massachusetts Institute of Art, le directeur du centre italo-irakien et le chef de la mission archéologique japonaise à Bagdad, très exactement, le 15 mai 2003. Et on a vu, là aussi, un jour, il faudra que je vous en parle, j'ai des photos dramatiques, la situation de Bagdad en mai. La confusion totale, plus aucune autorité, plus de ministère, il n'y avait plus que Bremer, qui avait été nommé par Bush comme procurateur de la ville, et un ambassadeur italien, ambassadeur Cordone, qui faisait office
de ministre de la Culture. Et là, c'est dans ces situations où on se rend compte combien ceux qui sont en charge de reprendre les choses en main considèrent que le patrimoine n'est pas important. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont mis des militaires devant le ministère du Pétrole, devant le ministère de l'Intérieur, mais pas devant le musée. Et il a fallu que l'UNESCO et que nous fassions vraiment beaucoup de bruit. Et je vous cite une petite anecdote. L'ambassadeur de France à l'UNESCO me dit « Mais écoutez, Mounir, vous allez faire une grande mission en Irak et vous ne prenez pas d'experts français ?» Monsieur l'ambassadeur, vous avez entendu le président Chirac, il est contre cette guerre. Je n'aurais pas obtenu l'accord des Américains si j'avais pris un expert français. Ensuite, c'est l'ambassadeur allemand qui m'appelle, l'ambassadeur Vrede. Mr. Bouchnaki, you know, Germany is among the countries having worked in Iraq. Mr. Ambassador, I am a member of the German Archaeological Institute. Je sais, mais là aussi, votre pays est contre cette guerre. Je ne peux pas demander aux Américains. Déjà, c'était très compliqué puisque je n'ai pas demandé l'accord au State Department. J'ai un ami qui était professeur à Chicago, à l'Institut oriental de Chicago, professeur McGregor, et il m'avait dit, écoute, ne perds pas ton temps avec le State Department, si tu veux aller à Bagdad, il faut parler à la Maison-Blanche. Et à la Maison-Blanche, il y a un conseiller de Bush que tu dois appeler, et comme ça, vous pourrez aller à Bagdad. Donc voilà, c'est une petite parenthèse toujours à propos de l'Irak. Pendant cette mission que j'ai faite en mai à Bagdad, mai 2003, on ne nous a pas autorisé à sortir de Bagdad. Mais notre rapport était tellement précis et hélas plein de... Parce qu'il n'y a pas eu que le musée. Les gens, la presse a parlé le musée, les 15 000 objets. Il y a eu la Bibliothèque nationale, brûlée du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage. Il y a eu le musée des arts et traditions populaires, le musée des beaux-arts, les archives. Ça a été une catastrophe. Donc notre rapport est allé aux Nations Unies. Et pour la première fois dans l'histoire du Conseil de sécurité des Nations Unies, en juin 2003, il y a eu une résolution des Nations Unies sur le patrimoine. Ça n'était jamais arrivé, parce que d'habitude, le Conseil de sécurité s'intéresse aux problèmes politiques. Mais là, pour une fois, ils ont été au-delà et ils ont commencé à dire que, si vous voulez, trop, c'est trop. Une ville qui était une ancienne capitale avec un patrimoine énorme et qui se retrouve dévastée. J'ai pu faire une deuxième mission pour faire non seulement plaisir, mais parce que c'était important pour mon travail. Je suis retourné en juillet 2003 avec l'inspecteur général des bibliothèques de France, avec la chef de la mission archéologique allemande à Uruk, et nous sommes allés à ce moment-là dans les régions du sud. On est allé jusqu'à Basra et on est remonté jusqu'à Erbil. Les seuls endroits dans toute cette tournée où on n'était pas obligé de s'abriter pour manger, c'est à Erbil. Donc Erbil est resté un peu à l'écart. Je m'excuse d'avoir fait cette digression pour vous montrer un peu la complication du travail. Donc nous, quand nous partons à Mossoul, j'y suis allé il y a 3 semaines, on va à Erbil, on va à Bagdad, on voit les autorités. L'ambassadeur de France en Irak est très actif, je dois le dire, il me reçoit régulièrement. On va à Erbil et ensuite on a une voiture blindée qui nous emmène à Mossoul et là, on est sur le terrain. Alors, le drame de la ville de Mossoul, c'est qu'elle a été occupée par Daesh. Je vous ai dit, donner toutes les informations concernant cette ville, donc on peut passer directement à la situation de ce que nous avons photographié quand nous sommes arrivés à Mossoul. Une ville, comme vous le voyez, totalement détruite. Et la mosquée, le dôme et la mosquée que vous voyez là, c'était là le siège de Daesh. Donc en partant, ils ont tout dynamité. Ce qui nous a aidés aussi sur le plan financier, et là je parle à l'ancien président du mécénat, qui m'a beaucoup aidé, je le dis et je le salue, et je dois dire que, en sa qualité de président du mécénat EDF, M. Albouy a aidé l'UNESCO à Alexandrie, vous vous souvenez, avec Empereur et les fouilles sous-marines et tout ce qu'il a sorti de la baie d'Alexandrie,
Pour la Jordanie, les manuscrits de la mer Morte. Pour la Chine, nous sommes partis ensemble avec Yves Coppens, que Dieu ait son âme. Donc, un grand merci pour ce que vous avez fait à EDF et un grand merci pour ce que vous faites ici à Toulouse. Alors ici, Madame Azoulay, avec le ministre de la Culture d'Irak et le gouverneur de Mossoul, le ministre de la Culture, l'archéologue que je connais bien, le gouverneur de Mossoul, un politique. L'idée de Madame Azoulay, septembre 2018, c'est faire revivre l'esprit de Mossoul, donc porter nos efforts sur la dimension humaine de la reconstruction, travailler à des valeurs communes, restaurer le tissu éducatif, culturel de la ville de Mossoul, que ces 3 années ont violemment déchiré. C'est réanimé par la réhabilitation du patrimoine et du système éducatif et par le soutien à la vie culturelle. C'est ainsi que l'on retrouvera cet esprit de Mossoul, un esprit millénaire dont les Irakiens pouvaient être si fiers. Une photo de Yves Hubelmann. Voilà le tissu urbain de la ville de Mossoul après la guerre. Voici ce qu'il reste de la mosquée qui était, comme je vous ai dit, le siège de Daesh. Donc cette mosquée, le dôme que je vous ai montré était récent, il a été reconstruit dans les années 40 du siècle dernier, mais le minaret, c'était un peu le symbole de la vieille ville de Mossoul. On l'appelait le minaret el-Hadba, ça veut dire la penchée, et pour les Mossouliotes, c'était un peu leur tour de Pise, parce que c'est un minaret qui date de 1000 ans. Donc c'était un minaret qui avait beaucoup de prestige. C'est l'un des sujets qui nous a donné énormément de travail. Ici, c'est comment nous sortons de la ville d'Erbil, qui est derrière, et nous passons à travers ce qu'on appelle les checkpoints dans des voitures qui sont des voitures blindées. Et on arrive dans la vieille ville, et voici les images qu'on a devant nous. Et ça, c'est encore visible, parce que les bâtiments, entre guillemets, modernes de la ville de Mossoul n'ont pas été encore restaurés. Il n'y a pas ni suffisamment d'argent, ni suffisamment de personnel pour s'en occuper. Et voici ce que je prends à travers les vitres d'une voiture, des vitres qu'on ne peut pas bouger, parce que pour des raisons de sécurité, on nous interdit, et de toute façon, elles sont bloquées. Donc les petites photos que je vous montre dans le centre qui est là, et là, je vous ai parlé du pont provisoire qu'on appelle le pont de fer sur le Tigre. Un accès à la vieille ville. Alors, vous remarquez que c'est une ville, ce que j'ai vu, je l'ai écrit, c'était une ville fantôme. Il n'y avait personne. Les rues étaient vides. Les habitants, aussi bien les chrétiens que les musulmans, ont été déplacés à Erbil. Il y a tout un quartier autour des églises d'Erbil où sont réfugiés les habitants. Parce que c'est une ville vraiment multiconfessionnelle. Je pense qu'il faut insister sur cet aspect. J'espère que je suis dans les temps. Ensuite, voilà, on avait toujours devant nous une voiture militaire, et vous voyez la patrouille qui est devant nous, nous sommes derrière, et derrière chaque monument, vous voyez la destruction. Voilà le type de véhicule à l'intérieur desquels et là, l'entrée de la ville avec les monuments détruits. Ici, je suis avec... Alors, on est obligé de mettre une sorte de gilet de protection. Je suis avec celui qui est aujourd'hui un collègue qui est le directeur du Centre du patrimoine mondial. C'est un Camerounais qui s'appelle Lazare Elondou. Et c'était nos premières missions. Voilà, vous voyez, derrière nous, c'est la mosquée. Et tout ça, c'est les gravats que nous avons récupérés une fois le déminage accompli. Et là, c'est la vue du minaret. Donc, il n'est resté qu'un petit quart de minaret. Tout n'a pas sauté, mais la plus grande partie du minaret a sauté. Alors ensuite, on s'est intéressé, comme je viens de dire, dans le programme qui a été signé par Madame Azoulay, à la restauration de 3 monuments. Nous avons obtenu 50 millions de dollars et nous avons une équipe conduite par une architecte italienne qui a travaillé d'abord à Kaboul, donc elle avait l'habitude d'être dans des endroits un peu compliqués. On a 3 monuments restaurés avec ces 50 millions de dollars. On a bien sûr cette mosquée centrale avec ce minaret.
Et ensuite, on a deux églises. On a une église qu'on appelle l'église de l'horloge. Pourquoi on l'appelle l'église de l'horloge? C'est parce que la femme de Napoléon III a offert l'horloge à l'église. Et donc, depuis, elle porte le nom église de l'horloge et elle est gérée par les dominicains. Je vous verrai tout à l'heure mon ami Olivier Poquillon, qui est le responsable des dominicains à Erbil. Ensuite, voilà, église de l'horloge au centre de Mossoul. Comme vous le voyez, il n'y a plus d'horloge, il n'y avait plus de cloche non plus. Cette année, en mars, Madame Azoulay est allée porter la cloche qui a été fondue en Normandie à l'église et donc les choses sont en train de se remettre en place, mais vous voyez l'état dans lequel nous avons trouvé l'église. Les bâtiments derrière l'église, il y avait bien sûr toute la partie pour les moines, pour les religieux, tout ça a été totalement détruit. Aujourd'hui, ce n'est plus cette vue. Ça, je vous montre l'état dans lequel nous avons vu les monuments de Mossoul fin 2018-2019. On y va tous les 6 mois. C'est pour ça que j'y étais il y a 15 jours et on se prépare à y aller au mois de novembre. Ici, c'est la signature entre les Émirats arabes unis et c'est donc la ministre de la Culture, Madame Noura El-Kaabi, et Madame Azoulay, qui ont signé en 2019 le plan d'action pour la restauration des monuments. Alors là, vous voyez des photos que j'ai prises il y a 15 jours. Regardez les murs de l'église de l'horloge. Il y a 15 jours, oui, j'étais à Erbil. J'étais à Bagdad. L'ambassadeur est venu avec nous. L'ambassadeur de France était présent. Je vous montre parce qu'il y a aussi des contributions d'une association qui s'appelle l'Œuvre d'Orient. C'est une organisation caritative qui est installée à Paris et qui a déplacé des personnes volontaires à Mossoul. Ils sont plus courageux que nous parce qu'eux, ils commencent à dormir à Mossoul. Nous, on ne nous autorise pas. Vous savez, nous sommes sous le régime sécuritaire de l'ONU et on ne peut pas faire ce qu'on veut au point de vue de nos déplacements dans une ville comme celle de... Ici, on est à proximité de la mosquée. Je vous ai parlé donc de la mosquée, de son importance, du minaret. Ici, c'est la première phase des travaux. Voilà l'état du minaret. Alors là, le minaret nous a posé énormément de problèmes. Il a été partiellement restauré par une firme italienne dans les années 50 de l'année dernière. Parce qu'ils ont considéré que le fait qu'elle soit penchée et qu'elle continuait de bouger un peu, on avait envoyé un ingénieur de structure, c'est parce que le sous-sol, l'eau n'est pas loin. J'ai encore 10 minutes, Monsieur le Président. Oui, alors le sous-sol, donc nous avons refait les fouilles jusqu'à 8 mètres de profondeur sous les fondations et on a réinstallé un système de confortement du soubassement et là vous voyez les ouvriers en train de travailler sur le minaret. Voilà, tout ça je vous l'ai dit, c'est la mosquée, l'état dans lequel elle était, les travaux reprennent. Alors là, on est en train de consolider la mosquée, ici, c'est l'église. Alors là, c'est une autre église. Il y a deux, je vous ai dit qu'il y avait 2 églises. Il y a l'église de l'horloge, c'est celle qui est tout près de la mosquée. C'est ça qui était intéressant parce que la mosquée et l'église sont à peu près à 200 mètres l'une de l'autre. Et c'est formidable parce que quand j'y étais la dernière fois, maintenant que la cloche est revenue, vous entendez le son des cloches, une toute petite communauté chrétienne qui est revenue à Mossoul, et vous entendez l'appel du muezzin, ce qui est formidable. Alors, ici, la deuxième église s'appelle l'église El Tahira. El Tahira, ça veut dire la pure, c'est l'église de Marie. En arabe, c'est la pure. Donc cette église est en cours de restauration. Là, vous voyez déjà... Alors tous ces trous qui sont là, c'était les emplacements des bombes qui avaient été installées pour tout faire sauter, puisque, comme vous pouvez le constater, il n'y avait plus de toit. Derrière cette église, alors ça c'est un projet que je suis en train de pousser
avec mes amis d'une fondation qui a été créée en 2017 qui s'appelle Alif, pour essayer de restaurer aussi. C'est la plus vieille église de Mossoul, qui est datée par les historiens. Moi, je ne suis pas spécialiste de la région, j'écoute ce que me disent les spécialistes. Elle est datée du 7e ou peut-être même du 6e siècle de l'ère chrétienne. Vous voyez ici une partie du décor d'une des portes de l'ancienne église. Il y a aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est la nouvelle église El-Tahira, et ça c'est la vieille église El-Tahira, qui est la première église de Mossoul. Et là, alors le reste, c'est voilà, les maisons, toutes les maisons détruites. Nous avons obtenu un crédit de l'Union européenne, la Commission européenne, de 100 millions de dollars, et nous avons déjà restauré un peu plus de 150 maisons, et il y a déjà des familles qui sont revenues avec leurs enfants, avec ce qu'il reste de ce qu'ils possédaient. Ça, c'était une maison patricienne. Alors, les quartiers d'habitation dévastés, mais j'ai pu photographier, vous voyez cette photo, c'est vraiment des gens qui ont habité, comme vous le voyez, avec pas de toit, mais juste... Ils sont revenus, ils ne voulaient plus rester dans les camps de réfugiés. Et là, vous voyez, voilà, les enfants qui commencent à sortir dans les rues. Alors, on est toujours, pour nous, accompagnés de militaires. On ne peut pas se déplacer sans la protection militaire. Alors, cette situation, c'était une situation de désespoir. Pas d'eau, pas d'électricité. C'est en train de changer. Les gens reviennent comme ci, comme ça. Mais l'espoir, je l'ai senti, ce n'était pas cette mission du mois dernier, c'est il y a un peu plus de 6 mois, il y a un four à pain qui a été installé, et vous voyez, j'étais très touché, je crois que j'avais même les larmes aux yeux, parce que quand j'ai voulu acheter un de ces pains, il m'a dit non, on vous le donne. Vous imaginez ces gens-là qui n'ont plus rien et qui gardent cette générosité extraordinaire en me disant non, non, vous ne payez pas le pain, vous êtes ici pour nous aider. Ça c'est il y a 6 mois. Maintenant, ça y est, ça commence à vivre. Mais c'était la première. Alors, ce n'est pas l'UNESCO qui a aidé, c'est le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, qui a donné un financement pour acheter un générateur, parce qu'il n'y a pas d'électricité, et pour acheter du pétrole dans un pays qui est normalement un pays producteur de pétrole. Je pourrais parler pendant des heures parce que c'est une situation tellement catastrophique que les gens vivent, qu'on ne peut pas imaginer. Alors nous, on a travaillé avec l'évêque de Mossoul, qui vit actuellement à Erbil, mais qui va bientôt se déplacer à Mossoul, on s'appelle le Père Najib. Il a sauvé 7500 manuscrits que Daesh aurait pu brûler. Il a fait ça avec des contacts, etc. Il y a toute une histoire. Tous ces manuscrits, et avec des manuscrits très anciens et des manuscrits plus récents, il a tout mis dans sa maison qui a été transformée en musée. Et nous avons aidé à digitaliser tous ces manuscrits. Parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais, il peut y avoir du feu, on veut au moins sauver les manuscrits de Mossoul. Il a fait la même chose qu'a fait un de nos collaborateurs au Mali, à Tombouctou. On avait créé un centre pour la conservation des manuscrits à Tombouctou. Le centre s'appelle le centre Ahmed Baba à Tombouctou. Il a fait la même chose. Il a sauvé 90% des manuscrits, mais Daesh en a brûlé quand même 10%. Ça, c'est pour le Mali. Donc, on retrouve, Monsieur Golvin, on retrouve la même idéologie qui est derrière ces ignorants, ces barbares, qui veulent détruire la mémoire. Ils détruisent les monuments, ils détruisent les objets, ils tuent les gens. Donc c'est vraiment une volonté idéologique terrible contre laquelle on ne sait pas comment lutter. Et ce n'est pas par des textes, hein. Il faut aller sur place, il faut discuter, mais il y a un espoir. Ma dernière mission, je suis allé voir l'évêque de Mossoul, je suis allé voir le curé de Mossoul, ils sont sur place, ça y est, ils vivent. De l'autre côté, du côté musulman, la mosquée n'est pas encore en état, mais
la mosquée de l'Horloge que je vous ai montrée, il y a eu toute une délégation des dominicains de Paris qui sont venus, il y a eu les prières, etc. J'étais présent, c'était très très émouvant. Alors, vendeur de pain traditionnel, ça commence à bouger. Alors, au milieu des ruines, j'ai pris cette photo, c'est un truc un peu surréaliste, dans un champ de ruines, vous avez cette maison qui a été édifiée. Alors, là, j'ai posé un problème durant ma dernière mission avec le ministre, avec le directeur général des Antiquités et les historiens. Je leur ai dit, attention, surtout, essayez de préserver la qualité de l'environnement urbain. Et on est en train de prévoir une réunion technique en visioconférence, parce qu'on ne peut pas aller tout le temps, pour commencer à réfléchir à l'après-reconstruction. Comment la ville va pouvoir revivre. Ici, c'est la signature. Ici, vous voyez le père Olivier Poquillon, le responsable à Paris, à droite, et l'ambassadeur d'Irak à Paris, avec la ministre. Ça, c'était le moment où on a donné aussi les budgets pour faire fondre la cloche qui avait disparu, on ne sait pas où est-ce qu'elle est passée, et pour continuer les travaux. Voilà, je termine en montrant les travaux maintenant de détail. On a récupéré toutes les briques qui étaient éparpillées partout, de façon à ce que la reconstruction du minaret historique ne soit pas une reconstruction avec des briques modernes. Il y en aura, parce qu'on ne peut pas absolument tout garder, tout utiliser, mais c'est une opération qui se fait. Vous voyez ici l'échafaudage, donc je vous ai montré l'état catastrophique dans lequel était le minaret, mais là vous voyez un échafaudage avec déjà, on remonte la circonférence et là vous voyez bien sûr tout l'état des maisons alentours. Il y en a qui sont restaurées. Tenez, regardez, cette maison a été restaurée. Elle était en ruine comme celle-là, ici. Ça, c'est le projet qui a été ce qu'on appelle le projet du complexe religieux El-Nouri, qui a été fait par un concours international avec l'Association internationale des architectes. On doit toujours travailler avec des normes techniques et scientifiques qui soient au plus haut niveau. La même chose pour l'église, donc vous voyez l'échafaudage pour la tour de l'église et les travaux qui sont en cours. On vient d'obtenir un crédit pour cette partie-là, alors c'est ici, ici ça s'appelait la maison de prière. C'était une maison que les sœurs géraient, mais c'était essentiellement pour aider les dames à faire de la broderie, de couture, etc., les gens de l'environnement. Ça vient d'être accepté comme projet, mais le financement est assuré par cette association. Alors, ALIF est une création du président Hollande et de l'émir d'Abu Dhabi en 2017. Ils ont organisé une grande réunion à Abu Dhabi. J'ai été appelé comme grand témoin, parce que j'ai fait toutes les crises, hélas. Et à la suite de cette réunion, ALIF a été créé, fruit d'un souci commun de la France et des Émirats pour la préservation des œuvres et des architectures. Cette association, cette fondation a son siège à Genève, et elle a une équipe technique. A été créé un comité scientifique de volontaires. Je suis actuellement le président intérimaire de ce comité scientifique, c'est-à-dire ALIF reçoit les demandes des pays. Là, on a reçu depuis 1 an des demandes de l'Ukraine et on a dépensé à peu près 5 millions de dollars d'aide aux musées, à l'architecture, etc. Donc, les dossiers arrivent à Genève, le secrétariat d'ALIF vérifie les demandes, s'assure que soit les associations, soit les institutions qui doivent se mettre en œuvre sont des associations crédibles. C'est pour ça qu'on donne, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'autres églises en cours je n'ai pas pu vous montrer tout, mais l'œuvre d'Orient travaille sur l'église Mar Thoma, il travaille sur
une tombe de saint, enfin il y a beaucoup de choses. C'est financé par Alif, mais c'est exécuté par l'œuvre d'Orient. Donc ça va au secrétariat, ça vient au comité. Nous nous réunissons via visioconférence et nous donnons ou non un avis positif pour la continuation. Voilà un peu le travail qu'on fait avec Alif. Ici, vous voyez à droite Valérie Fréland, qui est le directeur exécutif d'Alif, et mon collègue, un de mes successeurs, Ernesto Ottone, ancien ministre de la Culture du Chili, qui est l'actuel sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO. L'UNESCO et Alif donc, formalisent leur partenariat pour la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit. Et Alif a été créée, comme vous le voyez plus haut, le 8 mars 2017. Elle s'inscrit dans la logique de la résolution, encore une fois, une résolution du Conseil de sécurité 2347 des Nations Unies. Encore une vue de l'échafaudage qui a permis de restaurer tout l'extérieur de l'église. Ici, vous avez Olivier Poquillon qui reçoit la cloche avant son installation. Et ici, Madame Azoulay qui appuie sur le bouton qui a fait sonner les cloches à Mossoul. Donc vous voyez, on est passé, je peux dire, vous me voyez sourire parce que on est passé d'une période où, comme je vous dis, on était dans une ville fantôme, terrible, sachant que les gens sont sous la tente depuis des années, à une situation où les choses commencent à revivre. Donc c'est vraiment cette idée que Mme Azoulay a lancée, faire revivre l'esprit de Mossoul. Elle est ici, donc, Olivier est devenu mon ami, on se tutoie, on se voit tout le temps, on déjeune ensemble, à l'intérieur de l'église. Et ici, c'est le nouveau ministre de la Culture d'Irak. On est très content parce qu'il est de Mossoul. Donc ça nous donne un appui, entre guillemets, politique pour notre travail. Et voilà donc Madame Azoulay qui pose ici une des briques pour la reconstruction du minaret. Et puis, encore une fois, nous, notre travail, je l'ai fait il y a 3 jours à Palerme, j'ai parlé à 250 étudiants pour leur dire que notre travail ne réussira que si la nouvelle génération prend en main l'importance, la valeur de notre patrimoine commun. Voilà, je crois que j'en ai fini avec cette photo de Madame Azoulay. Merci beaucoup de votre bienveillante attention.